Alors ça c'est l'autre maison qui est de 2013. On n'a pas osé y aller, mais un japonais quand il emprunte pour acheter sa résidence principale aujourd'hui en ce moment là, il a un taux entre 0,3 et 0,6% par an. Est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier au Japon? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble et je vais aller parler à un agent immobilier tout de suite. Donc pour ça j'ai rendez-vous dans le quartier de Nihon Daishi et je vais prendre le métro pour y aller. On n'a pas osé y aller, mais A few moments later. J'ai appris tellement de choses dans cette réunion. Il y avait deux agents immobiliers, très sympa, très cool, super contact. Vraiment, ça fait plaisir, professionnel. Ils ont les infos, ils répondent à toutes mes questions. Ils ont posé des bonnes questions, vraiment cool. Je vais vous faire un petit topo. Bon, alors il faut que je vous explique un petit peu les différences et les points communs avec la France. Il y a 2-3 infos qui sont un peu choquantes. Le premier truc qui est vraiment choquant, c'est, il m'a dit, enfin ils étaient deux, l'agent m'a dit, un japonais quand il emprunte pour acheter sa résidence principale aujourd'hui en ce moment là, il a un taux entre 0,3 et 0,6% par an. 0,3 et 0,6% par an en ce moment. Donc c'est totalement flingué comme situation. Et évidemment, il m'a dit que pour un non-résident, c'était plus cher, mais que c'était quand même assez compliqué à obtenir si on n'a pas une société ou quelque chose dans le pays, quoi. Deuxième enseignement, c'est que il y a quand même beaucoup de similarités avec la manière dont marche l'immobilier en France en réalité. On a parlé de locaux commerciaux, on a parlé de Airbnb, on a parlé de fiscalité, on a parlé de plein de choses. Je les ai bombardés de questions. L'avantage, c'est que je sais exactement ce qu'il faut demander sur chacun de ces points-là. Donc en 1h30, on a pu couvrir vraiment bien. Alors j'ai évidemment pas 100% des informations sur tous les sujets, mais franchement ça me donne un très bon aperçu. Donc un truc étonnant, et je vais vous parler surtout des différences, c'est que ça va être le locataire qui paye les impôts sur les revenus locatifs. Donc en fait, toi en tant qu'investisseur, tu ne t'occupes pas de cette partie-là. Donc c'est assez confortable et ça fait ça. Il y a une comptabilité qui est quand même assez réduite. Après, on va trouver bien sûr tous les frais d'achat. Alors les frais d'agent immobilier sont aussi très faibles. Ça m'a surpris. C'est 3% et c'est partagé entre le vendeur et l'acheteur. Donc en gros, toi tu payes 1,5, ce qui est quand même très faible. Il y a des frais d'acquisition, mais c'est très bas. L'ensemble des frais pour une acquisition, c'est environ 6%, un peu moins de 6%. Donc c'est bas, hein, c'est plus bas que ce qu'on peut avoir en France, où en France on a 8% pour les notaires, plus éventuellement l'agent immobilier. Donc on peut se retrouver à 10-11% en France. Là ça va être 6%, donc ça fait une grosse différence. Alors globalement, le Japon étant le Japon, les règles sont claires. Et j'ai l'impression, paradoxalement, qu'il y a moins de règles dans l'immobilier ici qu'en France. Il y a moins d'obligations, il y a moins de... Sur l'aspect locaux commerciaux par exemple, c'est très simple. C'est un contrat renouvelable en général de 3 ans. Il peut y avoir des contrats à durée fixe, mais c'est pas très courant. Et puis on peut réviser le loyer, on peut l'indexer tous les 3 ans et c'est assez simple. Alors, bien évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est un débrief à chaud. Il peut y avoir des conneries ou des trucs que j'ai mal compris, hein, bien sûr. Mais voilà, je voulais vous faire ce petit débrief. Il y a encore d'autres petites subtilités dont je vais vous parler. Donc l'autre subtilité, je vous en ai parlé dans une vidéo où je vous parlais des maisons abandonnées. C'est les maisons qui sont construites avant 1982. Vous savez, celles qui ne sont pas aux normes antisismiques, en tout cas de cette période-là. Et donc voilà, ils m'ont déconseillé d'acheter ce type de maison pour une raison très simple. Il m'a dit, c'est juste que si vous souhaitez la revendre, il n'y a aucune banque qui financera ça à un japonais qui par exemple voudrait l'acheter. Donc il faut acheter une maison qui soit d'après 1982 pour être certain que ce soit facilement finançable. Et c'est le principal critère qui fait qu'il m'a recommandé de ne pas acheter trop ancien. Bon, le processus d'achat c'est assez basique, hein. On fait une proposition qui peut inclure une négociation. Alors les négociations elles sont pas très importantes de ce qu'il me dit. Si le vendeur contresigne, eh bien il faut faire un contrat, donc l'équivalent de notre compromis de vente. Il n'y a pas de notaire qui est impliqué dans la transaction.
Il y a un dépôt de garantie 5% pareil, que l'on verse soit au vendeur, soit à l'agent immobilier. Ça c'est similaire au Portugal par exemple. Ensuite, on verse la moitié des frais d'agent au moment de la signature du contrat, ça c'est inhabituel. Et puis après, il y a l'acte authentique, enfin l'acte final, qui n'est pas chez un notaire, au bout de entre 1 et 50 jours, donc voilà, 1 à 2 mois, sachant que ça peut se faire à 1 jour. Donc j'imagine que ça veut dire qu'il y a plein de cas, où dans la plupart des cas, il n'y a pas vraiment de délai administratif, de rendez-vous chez le notaire, de documents de la mairie ou ce genre de trucs, ce qui fait que ça peut aller très vite, ce qui fait, je pense qu'avec un accord, en une semaine, vous pouvez être propriétaire dans certains cas. Bon après, évidemment, l'information qu'on attend tous, c'est ça rapporte combien toute cette histoire. Toute cette histoire, bon, évidemment, il y a des facteurs qui vont influencer, du style est-ce que vous le détenez en nom propre, est-ce que vous le détenez au travers d'une société, qui peut être une société étrangère, hein, vous pouvez l'acheter ça avec votre ligne française. Mais grosso modo, ce qui est affiché, évidemment, c'est pas des rentabilités folles, bien sûr, de base, comme de partout, comme en France. Si vous regardez les annonces sur le Bon Coin, vous regardez les annonces chez les agents immobiliers, vous n'allez jamais avoir un truc affiché à 10%, ça n'existe pas. Ça, c'est réservé aux bons copains, c'est réservé avant d'arriver en annonce, c'est réservé à ceux qui optimisent les biens, comme toujours. Ici, évidemment, il ne fait pas exception. Donc, dans ce qui m'a été montré, eh bien, il y a du local commercial à 5-6% de renta, et il y a du Airbnb, c'est de la renta brute, donc c'est pas des belles rentabilités. Alors, ça peut faire sens, hein, évidemment, pour un Japonais qui emprunte à 1% et qui investit à 6% de renta, franchement, ça se défend très bien, et je pense que pour un Japonais, ça peut valoir le coup. Et il y a sûrement, du coup, des investisseurs qui le font. Mais évidemment, si c'est pour acheter cash ou acheter en empruntant à 4%, ça a moins d'intérêt. Donc, je vais aller visiter quand même deux biens. On va aller voir. Je vais aller voir sur le terrain un petit peu. Donc, je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo. Mais là, comme ça, évidemment, s'il n'y a pas une source de financement dans l'immobilier, quel est l'intérêt de s'exposer à un effet de change, parce que là c'est en yens, donc le yen perd beaucoup de valeur et continue d'en perdre. Est-ce qu'il va remonter? Je ne sais pas. Donc, en tout cas, on est exposé à l'effet de change, ce qui est quand même un gros facteur. Pourquoi s'exposer à ça? Je veux dire, si c'est avec du cash, pour avoir du 5%, honnêtement, je préfère prendre un ETF et m'occuper de rien. Parce que là, l'immobilier, on sait ce que c'est. Il va forcément y avoir des petites surprises, des trucs. Même si c'est géré, il faut faire confiance, il faut que ce soit bien géré. Enfin, il y a beaucoup de paramètres. Donc, ce sera beaucoup plus tranquille pour avoir un 5% de faire ça avec un ETF ou de le foutre en de la crypto. Et voilà. Donc, je vais quand même aller voir. Et on va creuser la question du financement parce que c'est pas une porte qui est fermée. Côté immobilier, il y a évidemment d'autres subtilités que ce que je vous ai raconté dans la rue juste avant. Je peux citer le fait que la propriété du bâtiment et du terrain peuvent être séparées. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux en même temps, donc il faut bien vérifier ce que vous achetez, bien sûr. Je peux citer aussi la question de l'amiante. L'amiante, c'est un sujet qui a beaucoup fait parler en France, mais qui aujourd'hui, bon, n'inquiète plus beaucoup parce qu'on sait s'en occuper et il y en a finalement plus beaucoup en France. Au Japon, eh bien, il a été supprimé en 2004. Et ça s'est manifesté qu'en 2008, ce qui fait que potentiellement, vous pouvez là encore tomber sur des biens qui en contiennent. Et enfin, côté propriétaire, il y a une taxe foncière annuelle qui est de l'ordre, semble-t-il, d'un mois de loyer au maximum. Mais ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'aller sur le terrain. Ok, donc là c'est un local commercial ici en rez-de-chaussée. Alors il y a plusieurs trucs déjà. Donc 220 000 yens par mois de loyer. Il faut enlever 66 000 de charges pour la copro et 5% de frais de gestion sur le loyer. Donc on tombe à 140 000 yens par mois, donc ça fait 826 € à peu près de loyer net par mois. Et au prix demandé aujourd'hui, on est à une renta nette de 4%. Donc c'est vraiment pas ouf. Et puis comme il me dit l'agent, en fait on est dans un quartier assez calme.
C'est pas super bien placé. Donc là aujourd'hui c'est un commerçant qui fait il fabrique des tissus, il vend du tissu et des trucs comme ça. Et en gros si le locataire part, ça va être compliqué à relouer. C'est pas une zone qui est très demandée, on est loin du métro. Un des critères principaux ici, c'est la proximité du métro. Moins de 10 minutes à pied du métro, c'est vraiment déterminant. Et là, bon, c'est un tout petit local. Franchement, bon, c'est pas le meilleur truc qu'il me propose. Par contre, les charges de la copro sont super élevées. 66 000 yens sur 220 000 yens de loyer, c'est énorme. Alors que c'est juste un local en rez-de-chaussée, c'est un peu abusé. Et bon, ce local, clairement, il n'a pas beaucoup d'intérêt. En fait, c'est un peu énorme puisque du coup, là, il y a 30% de charge. C'est juste dingue. C'est comme si c'était du Airbnb. Et on passe de 1 300 € de loyer à 850 net. Quoi. Une fois qu'on a enlevé ça et qu'on a enlevé la taxe foncière et la gestion. Donc là, on va aller voir une maison. Qui est de 1971, donc elle n'est pas aux normes antisismiques, donc elle n'est pas revendable et pas finançable, compliqué à rendre. Elle n'est pas rénovée, mais le vendeur va la rénover apparemment, donc d'où le rendement important, parce qu'en gros c'est le genre de bien, on l'achète, on le garde et puis on l'exploite. Bon, faut voir, parce que je suppose que c'est quand même assez négociable, hein, parce que même à ce prix-là, quelque chose qui se revend pas. Faut pas l'acheter en se disant qu'on va le revendre avec une plus-value, quoi. Déjà, si on arrive à le revendre un jour, ce sera bien. Donc il y a un côté risqué quand même dans le fait de l'acheter, ce type de bien. Donc, sur cette maison, c'est vendu 210 000 € à peu près, 73 mètres carrés, donc on est à 2 900 € le mètre carré. Donc pour un bien qui normalement sera rénové, mais qui est quand même à problème potentiel, donc ça me paraît un petit peu élevé. Il faudra que je vérifie avec les prix du quartier et tout ça, et puis bien sûr il faut vérifier ça, d'où ça sort, parce que du coup c'est pas exploité comme ça aujourd'hui, donc il y a forcément un calcul derrière, et je sais pas comment il a été fait. Donc là on est sur cette petite maison en bois, 73 mètres carrés, donc structure en bois, après 22 ans ça vaut 0 d'après le gouvernement. Et pour le béton, c'est 47 ans de durée de vie d'après le gouvernement. Mais on va voir. Ok. Vous avez une idée du volume. Bon, ouais, donc une pièce en plus. Bon. Après, c'est sûr que les pièces, elles sont simples. Hein. C'est des pièces avec des tamis et des placards, c'est tout. De toute façon, tout doit être rénové. Hein. Là, c'est vraiment avant rénovation, mais c'est pour avoir une idée du... Et juste dans la voiture, tout de suite, ils m'ont passé le tableau. Donc, c'est une boîte qui est spécialisée apparemment dans la construction de Airbnb, qui a envoyé une simulation complète avec tout le détail des frais par poste. Frais de gestion, frais, etc. Et ouais, on arrive bien à un tarif, enfin à un rendement de 15,7% net, sachant qu'ils m'ont dit qu'ils ont fait vérifier ça par une seconde compagnie qu'ils connaissent, un opérateur, et il m'a dit vous pouvez tomber à 14%, mais il m'a dit 14% c'est un peu prudent, et c'est ce qu'ils ont mis sur la fiche. Il m'a dit on va être entre 14 et 16 quoi. Donc l'agent a fait venir en fait un copain à lui qui habite dans le quartier et qui a 10 Airbnb dans ce quartier. Pour venir, je lui pose des questions et qu'il lui pose les questions aussi parce qu'il ne connaît pas tout. Et c'est la première fois qu'il travaille avec le vendeur de ce type de maison. Donc il ne le connaît pas bien et il se méfie un petit peu, donc c'est cool. Et donc il me dit que ça se loue vraiment très bien ce quartier, que c'est vraiment très bien placé. Il faut viser des zones semi-résidentielles ou semi-commerciales, semi-industrielles. Sinon, on n'a pas le droit de faire un Airbnb. Donc c'est ça ici, cette maison-là, elle fait tout ça. Donc elle est toute à rénover. Hein. Et il me dit, en gros, la maison, elle vaut quasiment 0, elle vaut rien. Et le prix de vente, c'est en gros, c'est le prix des travaux. Donc, grosso modo, c'est ce qu'il me dit. Alors là, 2 900 € par mètre carré de rénovation, ça me paraît très élevé. Donc, à mon avis, il y a une grosse marge de négo, à mon avis, à voir. Mais
potentiellement c'est un bon business. Alors après oui, ça se revend en tant que business quoi. Ça se revend comme un business, c'est tout. Donc on est parti à 3, là on est 5. Il a fait venir son pote qui a une conciergerie, qui a géré ou rénové plus de 60 appartements, enfin maisons, et il en gère 10 dans le quartier. Moi j'aurais pas trop parié sur ce quartier là, je le trouvais un tout petit peu loin du métro, mais il me dit que ça se loue très très bien ici, bon je lui fais confiance. Et puis il y a un autre gars qui nous a rejoint, je sais pas ce qu'il fait, mais il y a eu tout le protocole de remise de cartes, la carte de visite est très très importante et existe encore ici, donc ils sont tous des petites courbettes et échangent de cartes de visite, c'est très sympa à voir. Et là du coup ils viennent tous pour visiter l'autre maison qui est beaucoup plus récente, c'est pour un Airbnb aussi, elle est de 2013 donc beaucoup plus récente, avec une renta qui sera plus faible mais quand même de 9% net, ce qui est quand même assez sympa, mais c'est en Airbnb toujours. Et lui donc c'est une conciergerie le gars, donc il connaît tout le métier de A à Z, les coûts, il est très sympa. Donc ce qui fait que voilà, l'agence, c'est vraiment appréciable ici, l'agent il fait le boulot du début jusqu'à la fin, il prévoit de faire venir la conciergerie, il prévoit tout pour que sur un rendez-vous j'ai toutes les infos, j'ai les contacts, franchement je suis agréablement surpris, j'ai jamais vu ça en France. Donc voilà, professionnel. On retrouve les stations-service, j'adore, ça c'est trop pratique. Alors ça c'est l'autre maison qui est de 2013, donc elle est en très bon état. La conciergerie là, il me dit qu'il en a une autre juste pas loin là d'ici. Alors le truc c'est que ça c'est le train qui passe, donc c'est juste derrière. Et donc il m'a dit que lui il en a une qui est juste en face de la voie, et évidemment il a fait en sorte d'avoir un double vitrage. Bon, là il y a des travaux à côté. On va aller la visiter, c'est parti. Et celle-ci, l'avantage c'est qu'elle est bien plus proche de la gare principale et de la Skytree Tower, pour ceux qui connaissent à Tokyo. Donc un endroit assez touristique, assez connu. Effectivement, on voit tout de suite que c'est en bonne condition. Et oui, pour faire la visite, on enlève les chaussures. Hop, on va commencer par l'étage. Ah oui, c'est bon. Alors, ah oui, c'est tout neuf là. Il faut pas utiliser les toilettes. Donc là, ils ont... elle a été rénovée quand même. Je vais aller voir là-haut. Il y a 2 étages. Donc ce qu'il me dit, c'est que du coup, pour avoir la licence d'exploitation Airbnb, il faut que l'escalier il soit isolé du reste de la maison pour les propagations d'incendie. Oh, putain, on entend le train. Non, je pense que ça le fait pas pour le train. Rien que pour le train, ça le fait pas. C'est super relou. Bon, c'est bien qu'il y a... Bon, du coup, on se retrouve avec des pièces qui sont biscornues. C'est vrai que j'ai tendance à éviter ce type de truc. Là, c'est séparé. Après, c'est vraiment des bons matériaux. On voit que c'est propre. Les moustiquaires. Bon, donc du coup, la maison elle est bien. Il y a une chambre là. Il y en a la salle de bain. Alors là, je sais pas, il manque un truc. Bref, donc il y a une salle de bain pour la maison. Donc il me dit qu'en gros, il faut compter 7 millions de yens en plus pour la rendre opérable en Airbnb. Ça veut dire ajouter système incendie, construire cette cage d'escalier anti-incendie, parce que sinon ça passera pas, et rajouter, comme on entend le train, j'ai demandé à ce qu'ils mettent du coup des fenêtres supplémentaires en intérieur dans les chambres en haut, au moins. Parce que ça c'est un coût à se prendre des mauvaises notes. Donc ça déjà c'est 7 millions de yens. Il y a 5 millions de frais, c'est-à-dire les 8% de droits d'enregistrement, les frais d'agent et tout le tralala. Donc ce qui fait qu'on arrive sur cette maison à 438 000 euros
tout compris. Donc rien que pour construire la cage d'escalier, rajouter les fenêtres et tout ça, déjà c'est 40 000 € au total. Bon, ça paraît un peu cher. Bon, il y a les frais du gars qui s'en occupent et tout. Mais voilà, 440 000 €. Après, c'est très bien placé. Je vous montre la Skytree Tower qu'elle a. Donc c'est vraiment pas loin de la station et de la tour. Hein. Donc ça c'est pour les touristes, c'est nickel. Et il me dit que du coup, bon, le rendement qui a été estimé par la conciergerie, là, le gars qui est là avec nous, il est très conservateur. Donc en net, on arriverait à du 8% net. Net de frais, net de tout. Hein. 8% net pour cet investissement. Ce qui est pas mal. Hein, ce qui est pas mal au final. C'est juste qu'au final d'une maison qui est à 300 000, on se retrouve à avoir au final à débourser 400 000, plus de 400 000 €. Quoi. Voilà. Mais sinon c'est une bonne maison qui est bien placée, ça il n'y a pas de souci. Les coûts de Airbnb, c'est 40% de frais. Donc là il mesure la route, parce qu'il y a une réglementation qui dit qu'il faut que ça soit sur une route de plus de 4 mètres pour faire du Airbnb. Alors, voilà, j'espère que c'est le cas. Donc là ils montrent la conciergerie, là, ils exploitent ce bâtiment qui fait 140 mètres carrés. Et ils ont une renta brute de 20%. Et on est face au train en fait. Donc toute cette façade, il y a du double vitrage. Enfin, c'est pas des doubles vitrages à la française. C'est-à-dire qu'il y a 2 vitres. Il y a 2 systèmes de vitres. Et le train il passe là. Il passe juste au-dessus. Apparemment ça pose pas de problème. Ça fait 1 an qu'il le gère, qu'il opère. Et donc là, 40% des touristes, c'est des Coréens. 40%. Après, il y a 20% d'Américains, 20% d'Asiatiques, tout compris, Malaisie, etc., etc. Et il n'y a que 10% d'Européens qui viennent en touriste ici, d'après lui. Donc, dans cette maison de 2013, là, en fait, la maison, elle a été rénovée. Hein, ça se voit, hein, ils viennent de rénover tout l'intérieur. Le seul truc qu'ils n'ont pas changé, c'est les clims. Les clims, ils ont laissé, parce que ça doit fonctionner, hein, tout simplement, mais c'est intéressant. Donc, il me dit que pour le chauffage, il recommande de laisser la climatisation hein, qui fait réversible hein, pour des raisons de sécurité notamment par rapport aux locataires, Airbnb ou pas. Bon, je suis de retour à l'hôtel et je vais vous faire un petit débrief tranquille dans la chambre. Bon, plusieurs choses que je dois signaler. Première des choses, c'est que vraiment, comme tout ce que j'ai pu voir au Japon, c'est très professionnel. Franchement, ils sont préparés, ils vous font pas perdre de temps. J'ai vraiment apprécié, ça c'est vraiment bien. Ils ont fait venir un gars de la conciergerie, d'une conciergerie qu'ils connaissent, en qui ils ont confiance, pour que je puisse poser des questions sur la conciergerie, en particulier au Japon. Et on a eu plein de discussions super intéressantes. Je vais montrer un petit peu ce que je faisais en France aussi. Donc c'était vraiment cool. Ils sont pareil, tous les documents sont prêts il manque des informations bien sûr comme toujours. Mais ça, il m'a dit, je m'en occupe. Il m'a dit, je sais que vous partez dans 3 jours, je vais essayer de tout vous réunir avant votre départ. Voilà, très bien. Et donc sur les 2 projets, parce que grosso modo, il m'avait présenté un commerce, les murs d'un commerce à racheter, mais c'était de l'autre côté de la ville. Et alors c'était un restaurant qui fait des yakitori. Donc ça, évidemment, pour le délire, c'est cool de posséder des murs d'un restaurant qui fait ça. Mais hormis ce point-là, le bâtiment était bien. C'était bien placé, 2 minutes de la station de métro, mais la renta était vraiment faible. C'est-à-dire on était sur du 4%. Et grosso modo, c'est ce qu'il me disait. Hein. Il me disait que les locaux commerciaux dans le centre, on est sur des rentas qui sont au ras des pâquerettes. Alors, mais ça m'étonne pas, c'est le normal dans déjà une grande ville, sur de beaux emplacements, et si on achète au prix du marché sans avoir un avantage injuste. Il faut toujours avoir un avantage injuste si vous voulez faire vraiment une bonne affaire, ou alors être vraiment dans un marché montant, etc., etc. Donc là, du coup, on s'oriente plutôt sur des maisons Airbnb. Donc, je vous en montrerai 2. La première, c'est une maison ancienne à rénover. Donc, le vendeur prévoit de la rénover et de la vendre rénovée. Mais ça peut être négocié. Et la deuxième, c'est une maison récente, rénovée, qui est mieux placée. Par contre, elle a ce problème de train. Alors l'opérateur, la conciergerie, il a l'air de dire que c'est pas gênant. Moi je trouve ça extrêmement gênant. Alors avec du double vitrage ça doit aller. Sinon, bon je sais que les reviews Airbnb, ça va tailler quoi. Hein, donc il faut pas que ce soit laissé comme ça. Après c'est une maison qui est aujourd'hui vendue pour être habitable en longue durée.
et pas en courte durée. Donc il y a 2-3 transformations que j'ai évoquées, c'est-à-dire isoler la cage d'escalier pour des raisons de sécurité incendie. Ils veulent pas que le feu se propage facilement, donc il faut fermer la cage d'escalier. Ça a un coût. Il y a des sécurités incendie à installer. Et voilà, plus les fenêtres, et donc tout de suite on est à 40 000 € de travaux et de démarches pour faire ça. Donc ça rend pas le truc super optimal. Après c'est bien placé et c'est sûr qu'il y aura une très belle renta, on va être sur du 9-10%, tout frais inclus. Donc ça c'est vraiment bien. Il y a le point que je dois encore clarifier, et je vais le faire par écrit parce que ça, on en a discuté et j'ai pas trop compris la réponse, elle fait pas trop de sens. C'est sur les impôts sur les loyers. Entre ce que j'ai cherché, que je ai trouvé comme info, ce qu'il m'a dit, je trouve pas de cohérence. Donc là-dessus, en fait, je suis dans le flou. Donc ça, c'est un point que je vais devoir clarifier avant, bien sûr, d'aller plus loin. Mais les deux projets sont intéressants. Alors la maison la plus récente, elle est à 430 000 € tout compris, donc c'est quand même un peu au-delà de ce que je comptais mettre, sachant qu'il n'y a pas de financement. Et la première est beaucoup plus abordable, elle est quasiment à la moitié du prix, à 200 000 € à peu près. Bon, avec les frais, on va peut-être être à 250, un truc comme ça. Mais avec une renta de 14%, c'est quand même pas inintéressant. Alors bien sûr, au-delà de tout ça, les questions qui se posent et les raisons qui font que je m'intéresse à l'immobilier ici, sérieusement, hein, c'est des questions de diversification géographique. Bien sûr, dans la diversification, il faut bien faire attention à que ce soit pas de la dispersion, parce que certains investisseurs parfois se perdent avec l'objectif de diversifier et se retrouvent à investir dans n'importe quoi, un peu n'importe où, juste pour le but que ce soit par exemple pas de l'immobilier en France. Je sais qu'il y a des gens dont c'est la crainte. Donc attention à ça. Malgré tout, je pense que le Airbnb au Japon c'est une opportunité. Je vois dans les échanges que j'ai pu avoir sur par exemple même les documents obligatoires, les diagnostics, les contrôles, c'est beaucoup plus simple qu'en France. Putain, c'est juste hallucinant en fait, hein, ce qu'on a fait en France avec les 11 diag là. J'ai l'impression d'avoir c'est les 11 vaccins, enfin c'est n'importe quoi. Donc c'est beaucoup plus simple ici. Alors évidemment quand c'est plus simple, c'est que on prend plus de risques, il y a moins de contrôle et tout. Mais voilà, je pense que c'est un pays dans lequel aussi les gens sont un peu plus réglo de base. Voilà, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, hein, mais il y a un peu moins de filou probablement, pour plein de raisons. Bref. Donc du coup, cette diversification me paraît intéressante en Airbnb. Alors après, c'est vrai qu'en location long terme, alors Tokyo, voilà, centre de grande ville, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a cette question de la démographie, etc., etc. Mais en tout cas, le tourisme au Japon fonctionne très bien. On est sur une année record encore cette année. C'est notamment à cause du yen, mais aussi, je pense, à cause du fait que les pays alentours, les pays voisins asiatiques de manière générale, ont eu de très bonnes économies. Nous, on se rend pas compte en France. En France, on est dans la déprime et dans des 1% de croissance qui font rigoler tout le monde, parce qu'on sait très bien que c'est pas 1%, c'est que c'est moins. C'est juste en bidonnant les chiffres qu'on arrive à sortir du 1%. La croissance en Corée, en Malaisie ou dans d'autres pays, elle est réelle, elle existe. Donc si vous voulez, il y a des pays voisins qui ont de l'argent. La Chine, hein, pour ne pas citer. Donc il y a des pays voisins qui se développent et qui ont de plus en plus d'argent et qui donc viennent en tourisme au Japon. Et donc ça, parce que le Japon, c'est quand même un pays incroyable, c'est un pays qui vaut la peine d'être vu et que les pays voisins veulent venir voir. Et donc du coup ça, pour le Airbnb, je pense que c'est très bon, un facteur très positif à long terme. Alors là, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Et donc voilà, ça c'est un point qui fait que je suis plus serein. Et ce qui est d'ailleurs assez étonnant, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a des Japonais qui voyagent en Airbnb? Est-ce qu'il y a des Japonais moi en France, la majorité de mes guests, c'est quand même des Français en réalité, hein. C'est des Français qui se déplacent en France. Eh bien, pas du tout. Il m'a dit c'est moins de 5% des Japonais qui sont touristes en fait. Donc soit ils se déplacent pas, soit ils vont chez les amis, soit ils vont à l'hôtel, je ne sais pas, mais en tout cas ils vont pas dans les Airbnb d'après ce qu'il me dit. Et c'est, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que des étrangers et à 70%, 70% de pays asiatiques. Il y a 20% d'Américains,
10% d'Européens et 70% c'est pays asiatiques, dont 40% de Coréens. C'est juste hallucinant, je m'attendais pas du tout à ce chiffre. Mais voilà, donc ça c'est pour vous remettre en perspective pourquoi je fais ça. C'est pas juste pour faire des vidéos YouTube, je m'y intéresse vraiment. Et je pense qu'il y a une réelle opportunité. Alors ce qui serait intéressant pour aller plus loin, ça serait de regarder justement les évolutions des Airbnb dans ces différents pays asiatiques. Quel est le pays qui en profite le plus? Où est-ce qu'on peut avoir des meilleures rentabilités? Mais en tout cas, le Japon, pour ce que j'en ai vu, c'est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Et je vous tiendrai au courant de ce que j'ai fait quand j'aurai reçu toutes les informations par rapport à ces biens immobiliers. Voilà, dites-moi en tout cas si vous voulez que je visite d'autres pays pour vous, que j'aille analyser d'autres marchés pour vous. Ça peut être un projet intéressant. Sortir de l'Europe, évidemment. En Europe, la France, ça reste un bon pays pour le financement. Je veux dire, c'est sans aucune équivalence, donc foncez pour ça. L'Espagne, je pense que c'est un des meilleurs pays dans lesquels investir. Il y a l'Italie, que je connais mal en tant qu'investisseur, mais je sais que ça reste un des meilleurs pays dans lesquels investir. En nombre de nuitées, l'Espagne a plus de nuitées que la France et que l'Italie. Donc l'Espagne, c'est le pays numéro 1 en nombre de nuitées en Europe aujourd'hui. En France, on a beaucoup de touristes, mais ils ne restent pas. En fait, ça coûte trop cher. Ils viennent faire une nuit et ils restent pas. Donc, ils restent en Espagne et ils restent en Italie. Et l'Italie, c'est un très bon pays pour ça aussi, mais je maîtrise beaucoup moins. En Espagne, je connais, j'ai des biens, donc je sais que c'est très très bien pour investir. Et si je devais réinvestir en Europe, l'Espagne, ça serait le pays numéro 1 pour moi aujourd'hui dans lequel investir. Mais cela étant dit, l'idée c'est de viser d'autres types de revenus ailleurs de l'Europe. Et bien sûr, en faisant ça, comme je disais, on s'expose au risque de change, qui n'est pas un risque anodin, qu'il ne faut pas négliger, parce que là, du coup, j'encaisserai des loyers en yens. Et en yens, je vais dépendre de la force du yen. Le yen est à un point très bas. Alors, peut-être qu'il va remonter, mais vu l'état de l'endettement du pays, vu tout ça, c'est pas forcément évident. Bien que la situation du Japon soit quand même meilleure d'un point de vue économique, je pense, que la situation de la France. Mais bref, je vous laisse là-dessus. On s'en reparle et je vous dis à très bientôt.